Bien, je propose que nous entamions cette soirée de conférence avec Pascal Boniface, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous rejoindre ce soir, pour entamer notre séminaire de l'Université européenne de la paix, notre séminaire sur le multilatéralisme et l'avenir de l'ONU. C'est un sujet pour nous extrêmement important. La philosophie développée par l'ONU, cette philosophie du vivre ensemble, de définir des règles communes, de créer un droit et de s'y adapter, c'est la seule façon de vivre en communauté, de vivre paisiblement sur Terre. Et aujourd'hui, cette philosophie est gravement remise en cause par des puissants de la Terre, ceux-là même qui ont été à la création de l'ONU et qui aujourd'hui bafouent totalement leurs règles. Je ne les cite pas, vous voyez de qui je veux parler. Donc pour nous, cet anniversaire des 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies et de la création de l'Organisation des Nations Unies, c'est quelque chose que nous souhaitions absolument marquer par une manifestation qui restera dans les mémoires et qui nous donnera, j'espère, la volonté de maintenir cette philosophie créée il y a 80 ans par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce que nous allons faire en 3 temps. Ce soir, nous allons introduire cette réflexion sur le multilatéralisme qui est, comme le dit Antonio Guterres, le cœur battant du système de l'ONU. Nous allons donc entamer sur cette philosophie du multilatéralisme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Et puis nous prolongerons demain par une réflexion, l'organe qui anime cet esprit qui est l'Organisation des Nations Unies. Comment faire pour qu'elle soit respectée, pour qu'elle soit entendue et non pas aujourd'hui parfaitement maltraitée. Ça sera demain une autre réflexion que nous mènerons avec 2 autres amis, Monique Chemillé-Gendreau, célèbre professeur de droit international et juriste auprès de la Cour internationale de justice, et Jacques Fath, un politologue que nous invitons aussi régulièrement. Et samedi, nous aurons un temps, alors véritablement toute la journée, de réflexion sur quelles réformes on peut apporter à l'ONU. Et ce travail, on l'a déjà engagé depuis 3 mois avec des étudiants, ils sont nombreux dans la salle, je les salue, d'histoire de 2e année de la fac Victor Ségolène, qui bénévolement, c'est pas du tout dans leur cursus universitaire, ont été séduits par le projet et ont travaillé sur ces questions et ont développé une réflexion. Et pour nous, c'est extrêmement important pour l'avenir de continuer de donner cette envie à des jeunes de continuer à défendre les valeurs de l'ONU. Donc ce soir, pour entamer cette réflexion, c'est Pascal Boniface, que tout le monde connaît. On le voit régulièrement à la télé ou par ses écrits, les livres qu'il écrit régulièrement. Il est là pour nous parler de ce multilatéralisme et de son avenir. Je vais lui passer la parole en lui demandant peut-être dans un premier temps de nous dire quelques mots de la structure, l'IRIS, dont il est à l'origine et dont il est aujourd'hui le directeur. Alors ce que l'on m'a demandé aussi, pour le confort de tout le monde, s'il était possible que vous arrêtiez tous, vous débranchiez ou vous arrêtiez vos téléphones portables. Voilà, je vous remercie, bonne soirée et je passe la parole à Pascal Boniface. Bien, bonsoir, merci de cette présentation. Alors, en 2 mots, l'IRIS, c'est ce qu'on appelle un think tank. Un think tank, c'est un réservoir idées, donc en fait un centre de recherche sur les questions stratégiques, sur les questions géopolitiques. Donc on fait des recherches, comme tout centre de recherche, on fait des publications, on organise aussi des événements, des colloques, soit à l'extérieur de nos locaux, soit dans nos locaux. Et la particularité, c'est qu'on est également une école
et qu'il y a d'ailleurs un partenariat avec l'IPAG de l'UBO ici, et une partie de nos étudiants ont un double cursus en suivant les enseignements à l'IRIS, soit à distance d'ailleurs, soit en présentiel, et en même temps en obtenant un master de l'IPAG ici, et ça fait, je salue Jacques Servat qui je crois est dans la salle, ça fait déjà de nombreuses années qu'il y a ce partenariat au niveau universitaire, mais aussi au niveau recherche, entre l'IPAG et de l'UBO et l'IRIS. Et donc on essaye d'avoir une approche un peu indépendante des questions internationales, sachant que c'est de moins en moins facile. Tu dis qu'on voit souvent à la télévision, oui et non, c'est que y a quand même beaucoup d'interdictions, il y a quand même beaucoup de... On tend les micros à ceux qui répètent un peu le discours dominant, et plus facilement que le reste, mais bon, c'est pour ça qu'il est important d'avoir des endroits où on peut penser librement, débattre librement et réfléchir librement. Donc ce qui a été convenu, c'est que je fasse un exposé introductif de 45 minutes, qui nous mènera jusqu'à 19h maintenant, et puis ensuite le débat, questions-réponses, toutes les choses très traditionnelles. Et le thème qui m'a été donné, c'est quel avenir pour le multilatéralisme, sachant que c'est rien de dire qu'il est en crise, et en pensant que les choses ne vont pas dans le sens d'une amélioration, mais plutôt d'une aggravation. Et qu'il n'y a pas que Trump qui met en cause le multilatéralisme, même si effectivement il contribue beaucoup. On est tous un peu sous le coup des annonces qu'il a fait aujourd'hui et des annonces qu'il fait depuis qu'il arrive au pouvoir. Mais je crois qu'il faut faire attention à deux choses. Il y a, par rapport à l'arrivée de Trump, disons que même avant que Trump soit élu, le multilatéralisme était en crise. Donc ce n'est pas uniquement le fait qu'il y ait un président américain qui revendique hautement le fait de s'attaquer aux institutions internationales. Lorsque l'Ukraine est agressée par la Russie, le multilatéralisme est en crise. Lorsque Israël bombarde sans interruption la population de Gaza et laisse des colons s'en prendre à des civils désarmés en Cisjordanie, le multilatéralisme est en crise. On pourrait multiplier les exemples. Donc il y a une crise de multilatéralisme. Peut-être qu'il faudrait commencer par le définir. Souvent on fait une confusion entre multipolarité et multilatéralisme. Ce sont deux choses différentes. La multipolarité, c'est un état de fait. Le multilatéralisme, c'est un choix stratégique. On parle de polarité pour distinguer les centres de pouvoir. S'il y a unipolarité, c'est qu'il n'y a qu'un seul centre ou un centre principal de pouvoir. Les États-Unis ont cru, après 90, à la fin du XXe siècle, qu'on entrait dans un monde unipolaire, puisque le monde était bipolaire et que l'URSS a disparu. Et comme ils croyaient que le monde était unipolaire, ils pensaient qu'ils pouvaient tout faire, et c'est aussi pour cela qu'ils ont fait la guerre d'Irak en 2003, et d'autres choses également, en pensant qu'ils pouvaient imposer leur volonté à tout le monde. Ça, c'est l'unipolarité. Mais en réalité, le monde n'était pas unipolaire. Il n'est pas non plus bipolaire aujourd'hui, tout ne s'organise pas autour de la Chine et des États-Unis. On peut parler d'une multipolarité naissante, donc parce qu'il y a plusieurs centres de pouvoir, plusieurs pôles de puissance, et les pôles de puissance définissent l'ordre mondial dans la mesure où l'ordre mondial est encore une affaire de puissance et non pas une affaire de droit. Le multilatéralisme, c'est de décider ensemble, de façon multilatérale, les décisions internationales qui structurent le monde. Et il s'oppose à, il n'y a pas tellement de choix, à l'unilatéralisme. L'unilatéralisme, c'est un pays qui décide seul, comme le fait Trump en ce moment. Il veut changer les règles du commerce international, ou il veut régler les questions de paix et de guerre en prenant des décisions qu'il compte faire adopter par tout le monde en fonction d'un rapport de force qu'il estime être à l'avantage des États-Unis. Et comme il estime que les États-Unis ont l'avantage du rapport de force, ce n'est pas la peine de s'embêter à négocier avec les autres. En réalité, l'unilatéralisme est juste impossible, est une impasse dans un monde globalisé. Parce qu'il n'y a aucun défi qui se pose à l'humanité, du réchauffement climatique à la sécurité internationale, qui puisse dépendre d'une solution unilatérale. Il n'y a que des solutions agréées par tous, prises en commun, qui peuvent apporter de véritables solutions aux problèmes qui sont posés à l'humanité. Mais nous avons là l'exemple d'un président américain qui estime que les États-Unis sont la première puissance mondiale et qu'ils doivent faire en fonction de leurs intérêts et que les autres n'ont pas le choix. C'est la loi de l'ordre international, les puissants décident et les faibles obéissent ou doivent se ranger aux décisions des vainqueurs. Ceci est une impasse, on va le voir, je crois, bientôt, parce que l'unilatéralisme crée définitivement des résistances
des contre-pouvoirs qui viennent s'opposer à cela, et il en ira de même encore cette fois-ci. Mais avant même que Trump arrive au pouvoir, on parlait de crise de multilatéralisme parce que l'ONU, c'est le thème de vos débats de demain, est bloqué, et on dit que l'ONU est bloquée par le droit de veto. Mais en fait, c'est prendre le problème un peu à l'envers. Ce n'est pas le droit de veto qui est en cause. S'il n'y avait pas le droit de veto, il n'y aurait pas d'ONU. Jamais les grandes puissances n'auraient accepté d'entrer dans une relation mondiale si leur sort pouvait dépendre d'un vote auquel ils ne participent pas. En fait, ce qui est en cause, le blocage de l'ONU n'est que le reflet de la crise. Ce n'est pas la cause de la crise. Quand, en 90, l'Irak envahit le Koweït, l'ONU peut décider. Pourquoi? Parce qu'il y avait à l'époque, à la tête de l'Union soviétique, un homme extraordinaire qui n'a pas été récompensé de ses efforts, Mikhail Gorbatchev, qui a accepté de lâcher son allié irakien qui avait envahi le Koweït en faisant prévaloir le respect du droit international sur le système des alliances. Mais avant et après, ça n'a jamais pu fonctionner. Pourquoi avant? Eh bien, quand les alliés, les superpuissances avaient un allié qui était en cause, ils mettaient leur droit de veto. Et après, quand ils étaient en cause eux-mêmes, parce que très souvent, ce sont les grandes puissances qui sont les premières à violer le droit international, elles mettent le droit de veto pour se protéger. Depuis 90, les États-Unis mettent systématiquement le droit de veto pour protéger Israël, et depuis 13 ans, 10 ans, pendant 10 ans, maintenant c'est terminé, la Russie mettait systématiquement son veto pour protéger la Syrie. Aussi parce qu'on avait fait une guerre en Libye avec l'autorisation de la Russie, dont on a changé la mission en cours de route pour passer d'une protection de la population de Benghazi à un changement de régime. Donc on est quand même aussi largement responsable de cela, il faut bien l'admettre. Et donc, en fait, à cette exception-là, disons que la guerre du Golfe de 90 n'a rien à voir avec la guerre d'Irak de 2003, parce qu'il y avait un contrevenant. C'est la première fois qu'un pays en annexait un autre totalement, un pays qui était membre de l'ONU. Et là, c'était vraiment une punition collective, puisque la Chine était absolue, et que l'URSS avait voté pour l'utilisation de la force contre l'Irak, au cas où l'Irak ne se soit pas retiré du Koweït avant la date qui était fixée, c'était le 15 janvier 1991. Depuis, le système est bloqué, pourquoi? Parce qu'on a trahi Gorbatchev, que Gorbatchev voulait faire prévaloir le droit international sur la force, voulait faire prévaloir le système multilatéral sur les chocs de volonté unilatéraux, mais qu'il avait des difficultés économiques, l'URSS était en difficulté économique, et quand il est venu au sommet du G7 qui avait lieu à Londres en juillet 1991, demandant une aide économique aux pays du G7, ceux-ci ont refusé. En réalité, Kohl et Mitterrand étaient d'accord, mais les États-Unis, le Japon et l'Angleterre étaient contre, pensant qu'ils avaient obtenu de Gorbatchev tout ce qu'ils pouvaient obtenir, réunification allemande, désarmement nucléaire, vote au Conseil de sécurité pour la guerre du Golfe, et qu'ils pouvaient abandonner à son sort. Donc effectivement, dans un premier temps, les États-Unis ont gagné, puisque l'URSS a implosé en 15 États, et c'était Vladimir Brzezinski qui disait que sans l'Ukraine, la Russie, ça serait d'être un empire continental. Et donc il y avait l'idée d'affaiblir Moscou, centre du pouvoir, pour mieux imposer un monde unipolaire au bénéfice des États-Unis. Alors pendant 10 ans, ça a très bien marché, puisque Boris Yeltsin n'avait pas de pouvoir, le PIB de la Russie a chuté de moitié en 10 ans, c'était bon. Sauf que Poutine a pris le pouvoir et qu'il a restauré la grandeur de la Russie et qu'il a développé une hostilité à l'égard des Occidentaux qu'il tenait pour responsable du pillage de la Russie, et que on entend souvent la phrase de Poutine disant que la disparition de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Il y a une autre phrase qui explique mieux sa pensée, c'est que la grande erreur des Russes après la fin de la guerre froide est d'avoir fait confiance dans les Occidentaux, et que la grande erreur des Occidentaux est d'avoir pris cette confiance pour de la faiblesse. Et donc, il n'a plus jamais voulu être